Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler de lymphome cutané. Donc, en 30 minutes, je vais vous dire un peu qui sont-ils, les principaux types, quelques nouveautés thérapeutiques et perspectives. Alors, c'est vrai que c'est un panorama qui va être assez iconographique et j'espère que vous n'en aurez pas plein la tête non plus. Donc, mes liens d'intérêt concernant les lymphomes cutanés. Alors c'est vrai que les lymphomes cutanés, on a une classification qui a été individualisée depuis plusieurs années pour eux, avec des clés diagnostiques notamment, d'un impact pronostic. Cette classification, vous la retrouvez dans la classification générale OMS pour les hémopathies. Et ce qui peut vous frapper d'ores et déjà, c'est que vous voyez que la majorité des lymphomes cutanés sont des lymphomes T, ce qui est quand même assez particulier. Et dans les lymphomes T, vous avez le carré que j'ai entouré, ou plutôt un rectangle, qui comprend les mycoses fongoïdes et syndrome de Sézary. Et là, vous avez tout ce qui est en bleu dans mon camembert, c'est-à-dire plus de 50% des lymphomes cutanés. Donc, on a un groupe pour les lymphomes cutanés, le groupe français d'études des lymphomes cutanés que je préside actuellement, qui fait partie d'un réseau labellisé 1K et qui nous permet de discuter les cas régulièrement à RCP national. Et on a plusieurs équipes INSERM, dont une à Bordeaux, qui ont une activité centrée sur les lymphomes cutanés. Alors c'est vrai que c'est important de reconnaître les lymphomes cutanés, parce que quand on n'est pas trop expert, on voit là qu'il y a des tumeurs, et on se dit c'est la même chose. Et en fait, ça peut être tout à fait des choses différentes. Je vous ai illustré ici un lymphome T à grande cellule anaplasique cutanée, où la survie est de l'ordre de 95%, un lymphome type jambe, un mycosis fongoïde transformé. Vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes pronostics. Alors, on a aussi un staging qui est adapté au type de lymphome cutané, et donc vous avez des lymphomes qui vont se présenter de manière tout à fait différente. Avec pour le mycosis fongoïde, syndrome de Sézary, vous avez des plaques, des tumeurs qui correspondent à un stade évolutif que je vais vous montrer, et des érythrodermies. Et donc, en fonction de ça, on va avoir T1, T2 pour les plaques selon la diffusion de l'atteinte, T3 pour les tumeurs, T4 pour l'érythrodermie. Pour les autres lymphomes en dehors du mycosis fongoïde, du syndrome de Sézary, la majorité de ces patients vont se présenter avec des tumeurs. Donc, on a besoin d'un stade, il n'y a pas de plaque, donc T1, T2, ça n'irait pas. Et donc, en fait, ce qui va être important, c'est tout de savoir si ce sont des lésions localisées, uniques, T1, locorégionales, T2, ou disséminés sur la peau, T3. Et donc, par définition, pour les non-mycosis fongoïdes syndrome de Sézary, ces lymphomes doivent être N0, M0, c'est-à-dire il ne doit y avoir qu'une atteinte purement cutanée. Alors, je vous présente ici le plus fréquent des lymphomes cutanés, qui est le mycosis fongoïde, dont je vous ai rappelé ici les principales caractéristiques. C'est principalement un lymphome de l'adulte d'âge moyen, mais on voit quand même des formes pédiatriques. Et ce qui est très particulier dans ce lymphome, c'est une évolution qui est sur plusieurs années, avec d'ailleurs au début des lésions qui ne ressemblent pas à grand-chose, qui peuvent être prises pour de l'eczéma ou du psoriasis, un érythème, des plaques, et puis à des stades plus tardifs, une érythrodermie, des tumeurs et une atteinte extracutanée qui ne survient finalement qu'à des stades très tardifs. Et finalement, c'est pour ça qu'on ne fait pas de bilan d'extension, par exemple, à des patients qui ont des atteintes très limitées de mycosis fongoïde, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'atteinte particulière. C'est un lymphome qui se caractérise par un infiltrat T épidermotrope de lymphocytes T, majoritairement CD4. Alors, ce qui fait qu'on pense au diagnostic lorsqu'on voit ces patients-là, c'est une topographie qui est très évocatrice, c'est-à-dire au niveau des zones cachées de la lumière, les seins, la zone du caleçon, et puis ces lésions qui sont assez figurées. Figurées, ça veut dire qu'elles forment des figures avec un aspect qui est assez arciforme. Alors, je vous ai mis pas mal de photos pour vous montrer, par exemple, ici des plaques non infiltrées, qui sont plus ou moins étendues, donc T1 inférieur à 10%, supérieur à 10%, c'est T2, et qui peuvent être donc non infiltrées, donc c'est le petit A. La topographie toujours caractéristique et qui est très évocatrice du diagnostic pour nous. Les plaques infiltrées, donc dès que ça commence à s'infiltrer, donc c'est le petit B qu'on met après, donc ça peut être T1B ou T2B, et on a un pronostic qui peut vous paraître bon, mais qui tout de suite décroche un petit peu, et en particulier pour les stades qui sont T2B, comme par exemple ce patient, en arrière. Par exemple, ce patient, on a vraiment des lésions très infiltrées et diffuses. Et finalement, entre un stade T2 qui est supérieur à 10% de la surface corporelle, et donc
donc ça va jusqu'à 80%, eh bien, on a quand même des patients pronostics très différents. Et d'ailleurs, la classification est en train d'être révisée actuellement par notre groupe européen. Alors, le stade des tumeurs cutanées, c'est là en général où ça commence à aller très mal et le pronostic chute très clairement. Donc, c'est des patients qui ont eu des plaques pendant un certain temps, diagnostiquées ou pas diagnostiquées, et qui arrivent avec des tumeurs. Et là, le pronostic est vraiment mis en jeu. On fait des biopsies qui sont profondes et donc, c'est ces lymphomes cutanés qui ont donné le nom de mycosis fongoïde en 1832, quand Alibert, qui était un médecin de l'hôpital Saint-Louis, a décrit le mycosis fongoïde sous la forme de tumeurs ressemblant à des champignons. Et donc, c'est ce que vous voyez chez ces patients. Mais bon, on voit quand même beaucoup plus de patients au stade précoce, heureusement. Donc, on voit là ce patient, par exemple, qui a des plaques. Quand on biopsie les plaques, on a des lésions épidermotropes. Quand on biopsie les tumeurs, on a plus de 25% de grandes cellules qui peuvent être CD30 positives ou négatives. Ça n'influence pas le pronostic. Par contre, ça influence éventuellement le traitement et en particulier l'utilisation de thérapies ciblées. L'érythrodermie, vous la reconnaissez ici, donc c'est plus de 80% de la surface corporelle, des patients qui ont une altération de la qualité de vie qui est vraiment majeure. J'ai pas caché les yeux pour vous montrer l'ectropion qui est assez caractéristique, l'aspect drapé, les ongles qui sont extrêmement abîmés à la fois par l'infiltration lymphomateuse mais également par le prurite. Et le pronostic va dépendre du fait d'avoir une atteinte sanguine ou non, je vais y revenir. On a quelques variants qui peuvent être un peu trompeurs, tels que les variants pilotropes, donc c'est-à-dire qu'ils sont annexotropes, sont au niveau du follicule pileux. Donc on va avoir des lésions qui sont souvent à type de papules, de kystes, de comédons, on dirait une espèce d'acné un peu bizarre. Parfois on a des petites spicules ici qui témoignent d'une hyperkératose folliculaire, parfois des lésions plus infiltrées, parfois il peut y avoir une dégénérescence au niveau du poil qu'on appelle la mucine. Et en fait, la réponse au traitement et le pronostic, c'est variable selon le type de lésion, parce que c'est des lésions qui sont quand même plus infiltrées, même quand il n'y a pas de transformation. On a aussi des formes achromiques ou hypochromiques, donc qui sont particulièrement fréquentes chez l'enfant ou sur peau foncée. Donc là aussi, c'est surtout des formes trompeuses qui peuvent être prises pour des eczémas qui peuvent être achromiques ou pour du vitiligo. Et c'est assez particulier parce que ces MF hypopigmentés sont plutôt CD8 et sont caractérisés par un meilleur pronostic. Et ça a été aussi montré dans cette étude américaine qui a observé que chez les Afro-Américains, il y avait beaucoup plus de mycosis fongoïde hypopigmentée et que le pronostic était bien meilleur lorsqu'ils étaient hypopigmentés. On a aussi d'autres variants, donc on appelle des lymphomes pagétoïdes avec des lésions acrales, des mycosis fongoïdes granulomateux, donc ça c'est un petit peu des raretés. Alors notre démarche diagnostique, on suspecte cliniquement le diagnostic, on fait des biopsies, souvent on fait plusieurs biopsies, parce que d'une biopsie à l'autre, surtout au début, ça peut être assez peu contributif. On va s'aider bien sûr par les immunomarquages, par la clonalité, le fait d'avoir un même clone T dans deux biopsies identiques, ça peut être vraiment un argument important. Le bilan d'extension initial, il est très variable. Par exemple, un patient qui a des lésions pas du tout infiltrées, très limitées, on fait rien, on fait qu'un bilan clinique. Et puis, plus on va vers des formes avancées, plus on va vers un scanner, un TEP, en particulier pour repérer s'il y a des adénopathies métaboliques. L'évaluation de l'atteinte sanguine, donc, est particulièrement important dans les formes érythrodermiques. Et par contre, on ne fait pas de BOM parce qu'on a clairement montré que ça ne servait absolument à rien chez ces patients. Alors voilà, donc ça c'est une diapo qui récapitule en fait le fait que c'est vraiment un faisceau d'arguments, qu'on a vraiment besoin de notre confrontation anatomoclinique, et donc quand on fait nos RCP, on revoit les lames en direct avec nos anapathes, et on a donc une histologie qui est souvent en retard sur la clinique. L'évaluation de la masse tumorale, donc on a complètement abandonné l'évaluation morphologique et on utilise la cytométrie de flux qui va évaluer donc la présence d'un rapport CD4-CD8 supérieur à 10, la perte du CD26, du CD7, un clone identique, donc ça c'est en biologie moléculaire, entre la peau et le sang. Donc il y a divers, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a divers façons de voir les choses en fonction, en pourcentage ou en valeur absolue, si le patient parfois est lymphopénique.
Et donc, il y a juste pour vous dire qu'on a un groupe, et on travaille beaucoup avec Jean-Philippe Vial en hématobiologie, il y a un groupe national de standardisation de l'évaluation de la masse tumorale sanguine. On a aussi utilise un autre marqueur qui est le CD158K, qui est aussi un marqueur qui est spécifique des cellules de Sésarie. Alors le stade, c'est le principal facteur pronostic. Ça va déterminer le choix du traitement, mais on a d'autres facteurs pronostiques, tels que le fait d'avoir des atteintes pilotropes, comme je vous l'ai dit, parce que l'infiltrat est plus profond, la variabilité du stade T2 entre quelqu'un qui va avoir 20% et quelqu'un qui va avoir 70%, l'évolutivité, la résistance au traitement, le fait d'avoir des tumeurs. Et c'est vrai que la décision thérapeutique tiendra de tout ça, du stade, de l'histoire évolutive de la maladie, et puis du patient, parce que c'est sûr qu'on ne va pas traiter de la même manière un patient qui va être jeune avec une maladie très évolutive, où très rapidement on va penser qu'il va falloir qu'on parle à nos collègues hématologues du patient pour la suite, ou non. Il va falloir aussi expliquer aux patients, et donc on travaille en lien avec l'association ELI pour diffuser l'information auprès des patients, et également avec le groupe lymphome. Donc notre décision thérapeutique, ça va être de la crème corticoïde à des choses beaucoup plus complexes, et notamment avec ce qu'on fait ensemble, c'est-à-dire ce que vous allez faire avec nous, c'est-à-dire l'allogreffe. Mais au stade précoce, c'est vrai qu'il ne faut pas être plus agressif que le MF lui-même. Donc il n'y a pas nécessité d'être agressif à des stades précoces. C'est vrai que c'est une maladie qui est dite incurable, mais qui est souvent indolente chez la majorité des patients. Au stade avancé, il n'y a pas vraiment de stade curatif, sauf potentiellement l'allogreffe, chez des patients jeunes avec une maladie évolutive. Il y a des nouvelles options thérapeutiques, des essais, des protocoles, même si on en a 1000 fois moins que vous en hématologie. Alors là, sur cette diapositive, c'est un petit récapitulatif de ce qu'on fait dans le mycosis fongoïde. Donc au stade précoce, on utilise le traitement local qui peut être des dermocorticoïdes. On utilise aussi de la chimiothérapie locale avec la chlorméthine. On utilise aussi la photothérapie. On peut, sur des lésions localisées, utiliser la radiothérapie. Et puis, si ça ne suffit pas, on passe à des traitements qu'on dit assez classiques, avec le méthotrexate qu'on utilise entre 15 et 25 mg semaine, le pegantron, le bexarotène, donc est un rétinoïde qui est un peu spécifique pour les lymphomes cutanés. Et puis en cas d'échec, les chimiothérapies c'est assez bof parce que c'est des réponses qui sont très courtes, sauf si c'est pour aller vers là, c'est-à-dire pour mettre en rémission complète rapidement le patient. Et souvent, on va céder alors, surtout s'il y a l'expression du CD30, de thérapie ciblée. Le mogamulizumab, je vais vous en parler un peu plus spécifiquement. On utilise aussi parfois les inhibiteurs d'histone, des acétylases, mais quand même avec des taux de réponse qui sont assez moyens. La photothérapie extracorporelle, ça va être surtout pour les patients érythrodermiques, l'électronthérapie corporelle totale qu'on utilise volontiers pour des formes diffuses de lymphome cutané. Pour le Sésarie, ça ressemble un petit peu pour certaines choses. La photochimiothérapie extracorporelle en première intention, souvent associée au traitement classique dont je vous ai parlé. Et puis en seconde intention, et on va actuellement de plus en plus vers cette molécule-là qui a changé la prise en charge du Sésarie. La romidepsine, les HDAC qu'on a, c'est bof. Les monochimiothérapies, c'est souvent des réponses extrêmement courtes. Le brintuximab, parfois. Et puis, parfois, chez des patients jeunes, on va discuter cela avec vous. Et puis, on a quelques essais thérapeutiques. Alors, un petit focus sur le mogamulizumab, parce que c'est vraiment un traitement qui a beaucoup changé pour nous, la prise en charge du Sésarie et de certains MF érythrodermiques. Donc, il y avait un premier essai clinique qui montrait une PFS qui déjà était très très bien pour un Sésarie, c'est-à-dire avec une PFS de 7 mois. En fait, en vraie vie, on a fait plusieurs travaux qui ont montré qu'on a des PFS sans doute plus longues, de l'ordre de 15 mois. Et ce qui caractérise le mogamulizumab, c'est un haut niveau de réponse, rapide, en particulier sur le sang, et avec des rémissions complètes, y compris à l'arrêt du traitement, et de manière assez frappante. On a des patients qui sont à 2 ans d'arrêt du traitement et ils n'ont plus
de cellules de Sésarie, plus d'atteinte cutanée. Alors certains récidivent, mais pas tous, et quand ils récidivent, eh bien, le mogamulizumab remarche. Et dans cette étude qu'on vient de publier avec le groupe lymphome, eh bien, on voit qu'on améliore significativement la survie des patients, y compris avec un syndrome de Sésarie, ce qui est quand même assez une révolution pour nous, y compris chez des patients âgés qu'on ne peut pas discuter avec vous parce que vous ne proposerez pas d'allogreffe chez eux. Alors le brentuximab, ça a aussi changé les choses dans le sens que ça a un haut niveau de réponse. Il y a quand même la neuropathie périphérique qui va limiter l'utilisation de ce traitement. Ce qui est intéressant surtout, c'est pour la réponse rapide, mais on ne va pas le continuer indéfiniment, donc c'est plutôt un pont vers autre chose. Mais là, je vous montre un patient, d'ailleurs, qui a été allogreffé ensuite et qui a très rapidement répondu. Alors ça, c'est plutôt en essai thérapeutique. C'est un anticorps qui cible l'anti-CD158, donc qui a été décrit dans les cellules de Sésarie et qu'on utilise dans les cytométries de flux pour faire le diagnostic. Donc il y a une première étude qui a montré des résultats qui sont encourageants, assez rapides, notamment sur la charge tumorale sanguine, mais c'est encore en évaluation, on a encore un essai en cours dont on attend les résultats définitifs. Et puis, l'allogreffe est également un traitement qui est dit comme le seul traitement potentiellement curatif à ce jour pour les formes avancées de MF, en particulier la MF transformée pour lequel on n'a rien, ça c'est sûr, de curatif. Alors le Sésarie, j'avoue que je suis assez surprise des résultats très prolongés qu'on a avec le mogamulizumab, mais enfin en tout cas l'allogreffe, ça a quand même changé les choses. Ça a été confirmé dans l'étude avec un suivi prolongé sur 39 mois. C'est vrai qu'il y a des décès bien sûr dans le groupe greffe de 29%, mais versus 50% dans le groupe non greffé. Une survie globale médiane qui n'est pas atteinte dans le groupe greffé versus 51 mois dans le groupe non greffé. Et c'est vrai qu'il y a des rechutes, comme chez ces patients du service que je vous ai mis ici. Il y a des rechutes, mais qui sont incomparables par rapport à l'état initial. Et souvent, finalement, eh bien là, on est à 72 mois post-greffe, 52 mois post-greffe. On arrive à les gérer, soit avec des traitements locaux, soit en revenant à des traitements comme ce que je vous ai montré dans ma première diapositive. Alors, la recherche continue. Et donc là, je vous montre l'exemple du RHU Sprint, qui est actuellement en cours et dont la finalité est d'évaluer un candidat médicament anticorps anti-CCR8 et donc avec un travail qu'on fait dans notre équipe de recherche in vivo, en particulier sur nos modèles, et qui devrait aboutir à un essai collaboratif que je coordonnerai de phase 1 avec cet anticorps. Alors je passe maintenant dans les minutes qui me restent, j'ai fait à peu près la moitié, sur les autres lymphomes, hors mycosis fongoïde et syndrome de Sésarie, et qui se présentent majoritairement sous la forme de nodules et de tumeurs. Donc c'est un groupe hétérogène, donc déjà sur la clinique, quand on connaît ce type de lymphome, on peut avoir une idée, je vais vous démontrer comment. Il faut faire de bonnes biopsies, on ne fait pas des petites biopsies aux ponches, parce qu'il faut qu'on ait de l'architecture. Donc là on fait une biopsie au bistouri. On fait notre bilan extracutané, parce qu'il faut être sûr que c'est des lymphomes vraiment primitivement cutanés. Et puis on détermine le stade du lymphome, je vous en ai parlé, donc le T1, T2, T3, c'est-à-dire unique, loco-régional et lésions cutanées multiples. Alors, je vous présente des tableaux vignettes et puis après, je vous fais un petit focus en général 1 ou 2 dias sur la maladie. Voilà, ça c'est quelque chose de très très typique. Donc, c'est un patient 70 ans, tumeur unique, il a une lésion qui est apparue, alors c'est sur la cuisse, ça pourrait être sur le tronc, ça pourrait être n'importe où, et surtout c'est nécrotique, c'est apparu rapidement, c'est nécrotique, c'est unique. Et ça, quand je vois ça, eh bien je peux écrire sur mon bon de biopsie, est-ce que c'est pas un lymphome cutané CD30 ? Et ça, vous avez toutes les caractéristiques du lymphome cutané primitif CD30. Donc, je fais une biopsie, je fais un bon fuseau et je vois un infiltrat avec des grandes cellules anaplasiques CD30 qui sont CD3+, qui souvent perdent le CD4, le CD8. Il y a des marqueurs cytotoxiques volontiers. C'est ALK négatif et il y a un clone T cutané. Alors c'est un lymphome qui est assez fréquent, ça représente à peu près 10% des lymphomes cutanés, donc c'est derrière le mycosis fongoïde bien sûr. Donc adulte d'âge moyen, surtout des lésions uniques, ulcérées, nécrotiques, croissance rapide, ça peut régresser spontanément, souvent partiellement, pas totalement. Donc c'est une présentation clinique qui est très impressionnante, mais avec un pronostic excellent chez la majorité des patients.
Cependant, il peut y avoir des récidives, c'est pas exceptionnel, et il y a d'exceptionnelles rares formes réfractaires. Donc je vous ai mis, voilà, il n'y a pas d'association avec la translocation de 5, c'est ALK négatif, donc en immunohistochimie. On peut trouver une translocation de DUSP, mais en fait, il n'y a pas d'impact pronostic particulier. Alors c'est important pour nous de raisonner quand on voit une lymphoprolifération CD30, d'être sûr qu'on est là, qu'on est dans un lymphome cutané CD30. Vous allez voir qu'on a aussi un spectre dans les lymphoproliférations cutanées CD30 qui est la papulose lymphomatoïde, avec un peu la même chose mais en plus petit. Il faut le différencier bien sûr d'une localisation secondaire d'un lymphome TCD30 et qui peut se présenter de la même manière. Donc plus souvent, il y a quand même la présence d'ALK positif. C'est totalement différent d'un mycosis fongoïde transformé à grande cellule CD30 dans le pronostic ne sera pas pareil, mais ça ce seront les antécédents, la présence de plaques qui feront le diagnostic différentiel. Et puis il y a quelque chose qui est un peu intermédiaire, c'est les patients qui sont ici, mais qui peuvent avoir une adénopathie satellite de drainage et qui serait quand même de pronostic plutôt à rapprocher des lymphomes cutanés primitifs. Alors on fait un bilan d'extension chez ces patients-là, on les stade avec voilà, notre stade clinique dont je vous ai parlé. Alors en quelques mots, notre stratégie, quand on a une lésion unique, eh ben, c'est surtout, donc si ça régressait complètement, ça peut avoir régressé complètement, on ne fait rien. Si ça n'a pas régressé, le plus souvent, eh bien, on fait une radiothérapie. Souvent faible dose d'ailleurs, en général c'est du 12-16 Gray. Lorsque ces lésions qui sont multiples, eh bien, loco-régionales, on fait plus souvent du méthotrexate, voire éventuellement de la radiothérapie multichamp. Quand il y a une édéopathie de drainage, eh bien on est un petit peu inconfortable, donc on vient vous la discuter en RCP lymphome, mais en fait, il semblerait qu'on puisse faire peut-être de la radiothérapie sur les deux localisations, mais il n'y a quand même pas énormément de data là-dessus. Les patients qui ont une atteinte rare réfractaire, eh bien, on peut discuter de la chimiothérapie, mais on peut surtout discuter du brentuximab. Et puis, lorsqu'il y a une atteinte systémique secondaire multiganglionnaire, là, on va en hémato. La papulose lymphomatoïde, c'est un peu la même chose que le lymphome CD30, sauf que c'est plus petit, c'est-à-dire c'est des lésions qui sont papulo-nécrotiques, mais ce qui est particulier chez les patients un peu plus jeunes, c'est que ça régresse, tout régresse. Ça fait des poussées qui régressent et qui vont, qui viennent. Il y a des associations possibles avec d'autres lymphomes, surtout cutanés, mais pas que. Il peut y avoir des atteintes ganglionnaires, de lymphomes ganglionnaires systémiques associés, mais soit dans l'évolution ou même après. Et ça vous est peut-être arrivé de voir des patients avec des lymphomes systémiques CD30, anaplasiques CD30, qui avaient parfois des lésions de papulose lymphomatoïde. Ce n'est pas des récidives de leur lymphome, c'est une association. Donc alors, je passerai rapidement sur cette diapo pour juste vous dire que c'est vraiment un truc de confrontation anatomoclinique, la papulose, parce qu'il y a la classique avec un infiltrat CD30 un peu épars, et puis on a plein de variants qui peuvent ressembler à d'autres lymphomes, qui peuvent être présents chez le même patient, et donc vraiment ça nécessite une validation en RCP, il n'y a pas de corrélation pronostique particulière. Notre stratégie, ça peut aller du dermocorticoïde jusque surtout le méthotrexate, le brentuximab, c'est vraiment exceptionnel d'avoir utilisé du brentuximab pour traiter une papulose lymphomatoïde, le plus souvent on s'en sort et le pronostic c'est excellent. Alors, une autre vignette, un nodule qui apparaît sur le visage, c'est rosé, ça peut être plein de choses, ça pourrait être aussi un lymphome B, mais en fait, voilà, ça régresse après la biopsie. On a surtout un infiltrat T, c'est un peu mixte, il y a du T, du B, mais ça exprime les marqueurs T helper folliculaire, ça exprime le CD4, et en fait, ça correspond à ce qu'on appelle un lymphome ou une lymphoprolifération, parce que le pronostic est tellement bon, pléomorphe, petit et moyenne cellule CD4+, avec une expression des marqueurs T helper folliculaires. Donc on avait décrit ça avec une série dans le groupe lymphome, signée en premier par une bordelaise Anna Pat. Ça se présente sous la forme très stéréotypée d'un nodule, surtout sur la tête et le cou, régression spontanée, le pronostic est excellent, on fait de moins en moins de bilans, comme ça a été publié très récemment par le groupe européen, et ça peut aller du traitement avec des dermocorticoïdes jusqu'à de la radiothérapie, mais en général on n'a pas besoin de faire plus, et il faut rassurer le patient et le médecin, et finalement ça se rapproche probablement plus d'un pseudo-lymphome. Alors quand par contre il y a plusieurs lésions, c'est pas ça.
C'est plus un lymphome TNOS et c'est des pronostics qui sont souvent très variables. Ça va de l'indolent à des formes agressives et ça nécessite d'ailleurs des analyses complémentaires, notamment moléculaires, mais je passe. Alors, un autre tableau, une autre vignette plus particulière, c'est qu'il faut connaître, c'est une infiltration progressive ou des nodules inflammatoires chez les sujets jeunes. Alors, plus rarement le visage, c'est plus souvent les membres. Donc là, on se saisit de notre bistouri et on va en profondeur. Et parce qu'on sait que ce qui se passe, c'est en profondeur, c'est dans l'hypoderme. Et donc, c'est ce qu'on appelle le lymphome cutané à type de panniculite alpha-bêta. Donc, le phénotype, je vous laisse lire. Donc, c'est CD8 positif. Il y a souvent des marqueurs cytotoxiques, c'est pas associé à l'EBV. C'est donc un lymphome, comme je vous l'ai dit, du sujet jeune. Et le principal diagnostic différentiel, c'est la panniculite du pic. Et donc, pour rendre les choses plus compliquées, il y a souvent des dysimmunités associées. L'imagerie, c'est le TEP, pas parce qu'on cherche des ganglions, mais pour faire le bilan de la peau, parce que c'est très difficile de voir un petit peu comment sont ces lésions sous-cutanées. Ça nous permet de faire le suivi. Et le pronostic est excellent, sauf si on a un syndrome d'activation macrophagique qu'il faut rechercher, mais c'est quand même rare, c'est moins de 10% des patients. Et le traitement de première intention, c'est le méthotrexate, plus ou moins corticothérapie. Alors, si jamais il y a un SAM, eh bien, il faut rechercher maintenant une mutation de TIM3 qui a été montrée comme associée aux patients qui ont un syndrome d'activation macrophagique. Et donc, ça induit cette activation immunitaire incontrôlée. Ça avait été décrit dans ce papier de Nature Genetics et on l'a confirmé dans le groupe lymphome en reprenant tous nos cas qui avaient des syndromes d'activation macrophagique et où on a retrouvé la présence significative de TIM3. Alors, je vous ai montré des lymphomes CD8 qui sont indolents, les MF hypochromiques. Je vous ai montré ceux qui sont les pagétoïdes, donc ça c'est exceptionnel. Certaines papuloses, le lymphome T à type de panniculite. Il y en a encore un qui est le lymphome acral CD8 ici, donc c'est quand même assez rare. C'est des nodules indolents des extrémités. L'histologie, il faut quand même que les anapathes connaissent ça parce que c'est quand même très inquiétant histologiquement. C'est un infiltrat qui est monomorphe CD8 dermique, mais en fait c'est tout à fait indolent. Ça touche les extrémités, il n'y a pas d'extension extracutanée ou de décès décrite à ce jour, et donc c'est pour ça que maintenant on considère sans doute plus ça comme une lymphoprolifération, c'est-à-dire ça se rapproche peut-être plus d'un pseudolymphome. Par contre, le dernier CD8 dont je vous parlais, c'est celui-ci. Donc, c'est des lésions ulcéro-nécrotiques. Donc, c'est exceptionnel, mais ça arrive. Et quand ça arrive, eh bien, on le reconnaît. Donc, en quelques jours, ce patient s'est aggravé. On a fait du CHOP directement. Il a récidivé aussi sec après la chimiothérapie. On a essayé de le tenir avec du méthotrexate. Pendant ce temps, on essayait de parler en RCP hémato pour chercher un donneur et dire ce patient il est gravissime, il est jeune. On a repris la chimio, on a fait l'électrothérapie corporelle totale. Il a pu être allogreffé. Il a récidivé progressivement. Il a fait une GVH hépatique et il est décédé. Bon, à 3 ans après le diagnostic, alors que la médiane est quand même beaucoup plus courte, elle est plutôt de 10 mois. Donc c'est un lymphome qui est très très épidermotrope, qui est cytotoxique comme son nom l'indique et qui a une évolution qui est vraiment dramatique chez la plupart des patients avec parfois des atteintes neurologiques également. Après, dans l'été, il y a des trucs beaucoup plus rares, qu'en général d'ailleurs on va discuter en hémato parce que le plus souvent il y a une atteinte systémique assez rapidement associée. Alors je passe au lymphome B qui représente 20% de nos lymphomes cutanés, donc c'est beaucoup moins fréquent. Et je vais vous faire ça sous forme de vignette aussi, même si je dirais un tout petit peu plus sur lymphome B type jambe, alors que c'est le plus rare, mais parce que c'est celui qui m'intéresse le plus, et en particulier dans mon équipe. Donc, vous voyez le courbe de survie avec le zone marginale, le folliculaire et le type jambe. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose, donc c'est très important de faire un diagnostic précis. Tableau clinique assez caractéristique, c'est la femme de 60, donc femme ou homme. En tout cas, c'est le nodule entouré d'un placard papuleux. Donc c'est ça. Il y a le nodule et puis des papules tout autour, et c'est lentement progressif. Et ça, je mets sur mon bon lymphome B centrofolliculaire. Je suis sûre que c'est ça. C'est vraiment caractéristique. Je fais une bonne biopsie, je fais pas un petit pougnac comme ça. Je fais vraiment une bonne biopsie parce que l'anapathe aura besoin de l'architecture. Donc, vous voyez, c'est vraiment très caractéristique. Le nodule,
Les lésions annulaires autour, c'est un infiltrat qui est B, à cellules plutôt qu'on appelle clivées. Souvent, ça n'exprime pas le BCL2, contrairement au vôtre. Et il n'y a a priori pas de translocation 14-18. C'est un très bon pronostic. Il peut y avoir des récidives cutanées. C'est rare d'avoir une extension extracutanée au cours de l'évolution. Et la survie est de 90%. Deuxième tableau, le zone marginale, c'est souvent des lésions plus petites, plutôt multiples, des petits nodules qui ne ressemblent pas à grand-chose d'ailleurs. C'est très récidivant par contre, tout en gardant un très bon pronostic. Et c'est exceptionnel d'avoir une extension cutanée. Souvent on retrouve une monotypie, kappa ou lambda. Et contrairement à d'autres lymphomes de même type, il n'y a pas d'association retrouvée avec un agent infectieux. Alors pour ces lymphomes B qu'on dit indolents, on les traite toujours à peu près pareil, c'est-à-dire on les traite si c'est unique par radiothérapie et si c'est multiple, plutôt soit radiothérapie multichamp faible dose, soit rituximab, en général une injection hebdo pendant 4 semaines. Et parfois on combine les traitements, on commence par le ritux et on fait de la radiothérapie pour finir. C'est très très rare qu'on soit amené à faire autre chose. Alors vous savez bien que sur rituximab, on peut faire des réactions. Mais alors nous, ce qui est très particulier, c'est que nos patients avec des lymphomes B qui font des réactions cutanées, eh bien, ça révèle souvent des lésions subcliniques. Ils s'aggravent en fait sur leurs lésions lors de la première perf. Donc c'est absolument pas bien sûr une allergie. C'est un relargage cytokinique et ça ne contradique pas de continuer. Il ne faut pas les négliger quand même, ces lymphomes de dermatologue, ces lymphomes folliculaires de dermatologue, parce que si vous les négligez, au bout de certaines années, ça peut quand même vous ronger l'os. Vous voyez que ça c'est un cas français, ça c'est un cas italien. Il ne faut pas non plus les négliger, et si jamais ça ne répond pas au traitement, c'est que ce n'est pas des folliculaires standards. Et donc là, c'est là où on a besoin de nos collègues moléculaires pour aller regarder s'il n'y a pas des anomalies particulières qui pourraient expliquer, mais ça, c'est quand même très rare. Dernier tableau dans les lymphomes B, le lymphome B type jambe. C'est une femme âgée, une tumeur de la jambe droite qui apparaît relativement rapidement. Et là, je marque sur mon bon les lymphomes B type jambe. Alors, les hématologues se sont moqués des dermatologues quand on a appelé ça type jambe, mais c'est vrai que quand même 90% de ces lymphomes surviennent sur la jambe. Alors, c'est un infiltrat qui est différent de ce que je vous ai montré. C'est des grands lymphocytes qui sont ronds, qui sont CD20 positifs. Ils ont un phénotype très particulier, donc BCL2 positif. Ils sont CD10-, ils sont MUM1 positifs. Ils ont été décrits d'abord par les Hollandais, ensuite on a fait une grosse série française avec le groupe lymphome, et donc on retrouve vraiment ces caractéristiques, ces femmes âgées, le plus souvent des femmes, le membre inférieur, ça apparaît rapidement, ça récidive, ça peut récidiver y compris au niveau extracutané, en particulier cérébral, et la survie est tout à fait différente des autres, puisque c'est 50% de survie à 5 ans. Alors, on a copié les hématologues. Au début, ces patients, ils étaient très vieux. On les traitait avec un peu de radiothérapie. On ne faisait pas grand-chose. Et donc, ils mouraient assez rapidement. Et puis, on a fait comme vous, c'est-à-dire qu'on a fait du R polychimiothérapie, du RCOP du RCOP ou du RCHOP. Et dans cette étude qui a comparé finalement les patients traités à l'ancienne et les patients traités en R polychimiothérapie, eh bien on a montré qu'on améliorait quand même la survie lorsqu'on faisait ce protocole-là. Et donc maintenant, c'est notre standard, c'est rituximab plus polychimiothérapie adaptée à l'âge. Cependant, on continue quand même à avoir des rechutes. C'est des patients qui sont âgés, donc ils sont exclus de tous essais thérapeutiques actuellement, et ça limite le choix thérapeutique. Le ritux seul, ça fait pas grand-chose. La radiothérapie, c'est du palliatif, donc il faut d'autres options. Donc, on a beaucoup travaillé dans notre équipe sur ces lymphomes-là. On a été les premiers à mettre en évidence qu'il y avait une association avec la mutation MYC88. Je vous passerai les autres travaux, mais on a quand même montré qu'il y a une valeur diagnostique et pronostique, qu'il y avait une activation constitutionnelle de la voie NF-kappa-B. Maintenant, c'est notre standard de rechercher cette mutation MYC88, et ça nous a amené à conduire un essai, qui est le seul essai à ce jour dans les lymphomes cutanés, même si c'est un essai de phase 2, avec le lénaludomide qui pouvait agir sur cette voie. On a eu des résultats pas top, mais sans doute on a traité un peu trop fort ces patients. C'était quand même encourageant. Certains patients avaient quand même des réponses prolongées, et sans doute ça nous a conduit à penser qu'il faut utiliser ce traitement à des doses plus réduites et peut-être associées.
Donc voilà par exemple un exemple de patient où on l'a associé avec l'édanidomide avec le rituximab qui avait une forme réfractaire multirécidivante et qui se couvrait de tumeurs et finalement qu'on tient avec du lénaïdomide. Alors il y a sans doute d'autres cibles, les IBTK, peut-être l'immunothérapie. On travaille sur ce sujet au laboratoire INSERM, notamment sur des combinaisons, peut-être en ciblant les macrophages, peut-être le vénétoclax. Donc ça c'est notre cœur de métier dans notre équipe. Et puis, bon, il y a d'autres choses beaucoup plus rares. Il y a les ulcérations cutanéo-muqueuses EBV+, les lymphomes intravasculaires, mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Mon petit récap clinique. Une tumeur qui apparaît rapidement, qui est toute nécrotique, anaplasique, des petites papules nécrotiques qui autorégressent, la papulose, le folliculaire avec le gros nodule et les anneaux autour qui évoluent lentement, les placards inflammatoires chez le sujet jeune, la paniculite, la femme âgée avec son lymphome à grandes cellules de la jambe, les petits nodules qui ressemblent à rien, le lymphome de la zone marginale, la lésion rosée plutôt du visage qui peut régresser après biopsie, c'est la lymphoprolifération TCD30. Bon, celui-là, je vous l'ai mis, mais c'est pas un lymphome, donc je passe. Donc, à côté de ça, il faut beaucoup travailler avec les patients parce que il y a beaucoup de l'association ELI, par exemple, s'occupe beaucoup des lymphomes ganglionnaires, des LLC, etc. Heureusement, s'occupe aussi des lymphomes cutanés. Les patients sont un peu isolés et donc on travaille aussi beaucoup en lien avec ELI, mais aussi donc au sein du groupe lymphome pour faire des fiches, des webinars, etc. pour expliquer cela aux patients. Et je vous remercie. Ça, c'est mon équipe à l'hôpital Saint-André et ici au BBS. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Est-ce que quelqu'un a une question ? Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais 2 questions concernant les MF césarii. La première qui est naïve, qui est quand on différencie les mycoses fongoïdes des césaries, donc les césaries avec la face circulante, mais sur le plan anapathe et cutané, ça peut se différencier, on peut... Alors, c'est effectivement une bonne question. Donc, en général, donc là, on va se poser cette question devant un patient érythrodermique, 90% du cas. Donc, est-ce que c'est un MF érythrodermique sans face circulante ? Est-ce que c'est un césarie ? Donc, sans même avoir la cytométrie de flux. Sur la clinique seule, rien, je ne peux pas la différencier. Par contre, sur l'anapathe, les césaries sont quand même beaucoup plus périvasculaires dans l'infiltrat, beaucoup moins épidermotropes, et ils expriment le PD1. Alors que n'exprime pas dans les MF érythrodermiques. Donc c'est un argument. Merci pour cette réponse. Et la deuxième question, c'était donc dans les mycoses fongoïdes de forme avancée. Donc c'est des patients qu'on voit qu'à l'allogreffe, donc on ne sait pas avant forcément ce qui se passe hormis la lecture des comptes rendus. Donc vous dites que l'allogreffe c'est le seul traitement curatif. Mais il y a quand même certaines lignes de traitement avant. Quelle proportion de patients vont être allogreffés parmi les patients fit, que nous on considère fit pour être allogreffés ? Est-ce qu'il y en a qui se mettent en rémission complète avec les traitements systémiques que vous avez dans les lignes de traitement ? Alors, si on considère les patients fit qui seraient éventuellement candidats, c'est quand même, en tout cas dans les mycoses fongoïdes transformées, tumoraux, on a quand même majoritairement des réponses très transitoires et des échecs. C'est quand même des patients qui vont décéder assez rapidement, enfin assez rapidement. Pour nous, c'est assez rapidement, c'est-à-dire en général, on arrive à les tenir peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est le grand maximum. Donc c'est vrai que c'est pour ça que dès qu'ils sont jeunes et que la maladie évolue rapidement. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui vont évoluer plus lentement, donc cela peut-être, ça va être vraiment dans les quelques mois, dans les 3 à 6 mois de début d'évolution qu'on pourra un peu avoir les idées claires sur la chose. Mais le plus souvent, ils évoluent quand même assez rapidement et on n'a pas de traitement efficace. Les chimios, c'est très transitoire. Les inhibiteurs de acétylase, le romidepsine, ça marche pas, enfin très peu. Le brentuximab, on peut pas en faire éternellement. Donc après, on entre guillemets, on bidouille. On n'a pas actuellement d'essai thérapeutique pour les MF transformés qui soient satisfaisants. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour les lymphomes cutanés, mais B. Est-ce qu'il y a une place pour les anticorps bispécifiques, les carticelles, que nous, on aime beaucoup en hémato ? Est-ce qu'il y a des essais qui incluent ces patients ? Alors, alors nous, en dermato, on n'a rien.
Mais là, on vient vous voir, parfois on vient vous supplier pour certains patients. Donc je sais qu'on a eu une patiente qui a eu un carticelle, mais bon, c'est exceptionnel, c'est vraiment des choses... mais c'est vrai que pour des patients qui seraient éventuellement en pas trop mauvais état général, c'est vrai que c'est des patients pour lesquels on vient discuter avec vous pour voir si éventuellement ils ne pourraient pas être éligibles dans un essai thérapeutique que vous avez vous. Mais souvent, c'est vrai que c'est des patients qui ont 85, 90 ans, ils ne sont pas terribles. Voilà. Concernant les T anaplasiques, est-ce qu'on a une idée du risque d'évolution vers une forme systémique ganglionnaire? Est-ce qu'il y a un pourcentage à peu près? C'est extrêmement faible. C'est sans doute moins de 1%. C'est extrêmement faible, c'est exceptionnel. Alors, ceux qui ont été décrits dans ce petit 1% comme potentiellement à risque d'évolution, c'est les gens qui ont plutôt des lésions multifocales. J'ai dit la plupart du temps, c'est des lésions uniques. Quand ils sont multifocaux, on voit quand même dans les courbes de survie que ça décroche un petit peu, et probablement parce qu'ils ont une atteinte systémique. Mais c'est vraiment une population qui est très, très faible. Et concernant les B type jambes, est-ce qu'ils peuvent avoir une atteinte ganglionnaire associée, ou dans ces cas-là, on en fait un B diffus avec une atteinte cutanée plutôt? Alors, c'est une grande question qu'on se pose. Bon, en fait, la plupart du temps, ils n'ont rien. Hein. Ils ont vraiment que la jambe au diagnostic. Parfois, ils peuvent avoir une adénopathie. Alors, est-ce qu'ils ont une adénopathie? Est-ce que ça a commencé par la jambe? Est-ce que c'est ensuite une adénopathie secondaire? En fait, en pratique, ça ne va pas trop changer notre prise en charge. Surtout si c'est une femme de 80 ans, je vais quand même lui faire son RCOP ou je vais pas faire autre chose de toute façon. Merci beaucoup. J'avais une question sur la prise en charge symptomatique des patients hypodermiques. Parce que je sais que c'est des patients qu'on voit beaucoup en équipe mobile souvent. Est-ce que vous avez pour le coup des nouveaux traitements locaux, au moins symptomatiques, pour ces patients qui ont une qualité de vie très altérée? C'est un point majeur. Donc le traitement, c'est surtout le traitement bien sûr étiologique. Et c'est vrai que, encore une fois, hein, le mogamulizumab a changé la prise en charge de ces patients. On a j'ai pas mis les chiffres, mais on a quand même plus de 80% de répondeurs en première ligne. Donc c'est quand même des patients qu'on arrive à améliorer. Bon, il y en a qui ne répondent pas. Et alors là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on est très impuissant. Bien sûr, il y a tous les soins locaux, dermocorticoïdes, mais avec tous les effets secondaires que ça va avoir. À un moment, avait été discuté que certains traitements pour le prurite, parce que c'est ça le problème, hein, les antihistaminiques sont parfaitement inefficaces, donc la prépitant avait été discuté, d'autres traitements de ce type-là, parfois on peut mettre des neuroleptiques, des tricycliques, mais bon, on est très impuissant pour ces patients-là. Vous n'avez pas d'essai en cours pour le coup il n'y a pas d'essai pour des traitements symptomatiques sur le prurite? Symptomatique pour le prurite, non. Il y a eu des études pilotes, justement avec la prépitant, mais qui étaient quand même très, très décevantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.